Europe 1. Bonjour Eric Combe. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur de maladies infectieuses à Sorbonne Université. C'est le grand retour des médecins sur les plateaux de télévision, de radio, dites donc, à la faveur de cette triple épidémie, grippe, bronchiolite et à nouveau Covid. Alors Covid, d'abord, on commence par lui, c'est un rebond, c'est une 9e vague. Comment on qualifie ça ? Bah oui, effectivement, c'est une 9e vague. On sort on est à peine sorti de la 8e vague d'ailleurs, qu'on rentre déjà dans la 9e. C'est pour ça que certains disent que c'est peut-être tout simplement un rebond, mais enfin... Oui. C'est pour ça que certains parlent encore de 8e vague, voilà. Ouais. Mais je pense quand même qu'on rentre dans la 9e vague parce qu'il y a un nouveau variant qui est en train d'émerger. Oui. Le BQ 1.1, voilà, c'est ça, le BQ 1.1. Sous-variant d'Omicron. Sous-variant de BA5, lui-même sous-variant d'Omicron. Bon bref, c'est un nouveau variant. Après, pour l'instant, on ne voit pas d'impact très élevé sur l'hospitalisation. Oui. C'est vrai qu'il y a un impact au niveau des urgences, évidemment, mais qui reflète plutôt la désertification médicale en ville, je pense, même si les consultations SOS médecins augmentent également, mais en tout cas les hospitalisations n'augmentent pas, les décès n'augmentent pas non plus. Après, il faut savoir quand même qu'on a toujours environ 50 décès par jour du Covid. Mais est-ce qu'il faut toujours en parler avec autant d'insistance ? Vous avez remarqué que ça mobilise pas beaucoup les Français, Eric Combe. Est-ce que vous vous en désolez ? Est-ce que vous vous dites, après tout, c'est normal, le Covid est rentré dans la société ? Oui, mais de toute façon, c'était le sort qu'on lui avait prévu dès le départ, en tout cas pour les plus visionnaires. Il est en train de s'installer parmi nous. Il y aura encore des petites vagues. Moi, j'avais dit 3-5 ans au début. Bon, ben voilà, on est à peu près à 3 ans. Oui, il va s'installer comme le coronavirus précédent qui s'appelle OC43 et qui s'est installé parmi nous depuis la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on mesure aujourd'hui, Eric Combe, le niveau d'immunité de la population ? Est-ce qu'on peut émettre un jugement sur la politique sanitaire qui a été appliquée en Occident ? On voit les déboires du pouvoir chinois face à sa politique zéro Covid qui, semble-t-il, était une erreur, en tout cas sur le plan social. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? C'est assez intéressant ce qui se passe en Chine, effectivement. On se rend compte qu'ils sont prisonniers de leur propre piège, en fait, avec cette option zéro Covid qui est collée une dictature sanitaire, en fait, sur une... On n'éradique pas un virus Non, on ne peut pas éradiquer un virus comme ça. C'est comme une idée, finalement. On peut pas éradiquer... ça dépend, il y a des idées, des virus qu'on peut éradiquer, mais celui-là, en tout cas, on ne peut pas l'éradiquer. C'est pas possible, pour des raisons épidémiologiques. Bon, vous avez entendu Elisabeth Borne, Première ministre, lancer cette semaine à l'Assemblée un appel solennel, donc à nouveau respecter les gestes barrières. On commence à réentendre cette petite musique, la recommandation de l'obligation du port du masque dans les transports, être vigilant ensemble, tous ces slogans dont on nous a un petit peu bourré la tête pendant des mois. On entend dire qu'il faut sauver la Coupe du Monde, qu'il faut sauver Noël. Tous ces mots-là aujourd'hui, les Français, est-ce qu'ils ne sont pas un peu vaccinés contre ? Moi, je pense que les Français sont très très là. Bon, ce qui est dommage, LAS, on est bien d'accord. LAS, oui, absolument. Ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même les outils préventifs. Les autorités politiques, je comprends qu'elles le rappellent. Le vaccin, très peu de personnes sont vaccinées en fait avec le vaccin bivalent, c'est-à-dire le vaccin qui combine la souche historique et la souche Omicron. Mais qui doit se faire vacciner d'après vous ? Tout le monde, vous, moi, ou seulement les personnes âgées ? Pour moi, c'est le même problème que la grippe. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est le même problème que la grippe, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes que celles qu'on vaccine contre la grippe, les plus de 60 ans, les plus de 50 ans qui ont des comorbidités, plus quelques niches par-ci par-là. Mais donc voilà, novembre-décembre, les publics fragiles, novembre-décembre, vous leur dites, n'hésitez pas à aller vous faire vacciner. Moi, je leur dis, il faut vous vacciner contre la grippe et contre le Covid, les deux en même temps. Grippe et Covid. Pour moi, ça n'a aucun sens de se vacciner contre le Covid et de se vacciner contre la grippe. Mais d'ailleurs, techniquement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voudrait se faire vacciner, on peut encore se faire vacciner gratuitement, comme c'était le cas pendant au pic de l'épidémie ? Oui, on peut se faire vacciner gratuitement, Covid et grippe, c'est possible, absolument. Bon, c'est très clair. En tout cas, vous recommandez d'y aller. Masque, on a à faire face à une épidémie d'infection respiratoire, à la fois Covid, à la fois bronchiolite et à la fois grippe. Ça paraît raisonnable pour les personnes les plus fragiles. En tout cas. On va parler de ce trio, justement, l'impact que ça a sur l'activité hospitalière. Mais d'abord, un mot sur cette polémique politique. Faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés ? Alors, le débat est quand même assez étonnant parce qu'on voit que c'est une poignée de soignants, 1000 sur 200 000, quelque chose comme ça. Mais on voit aussi que la France est
le dernier pays d'Europe à ne pas réintégrer ses soignants non vaccinés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'on est les derniers dans beaucoup de domaines, hein, malheureusement. Dans celui-là comme dans d'autres. Ça m'apparaît une position qui relève plus du dogme, parce que en fait, comme on sait, la vaccination n'empêche pas la circulation du virus, la vaccination n'empêche pas d'être infecté, la vaccination n'empêche pas d'être malade, elle diminue les risques de gravité, bon ça c'est clair. Mais à l'hôpital, qu'est-ce qu'on en dit, vous qui travaillez à l'hôpital? Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas enthousiaste à cette idée. Là aussi, j'ai encore envie de faire le parallèle avec la grippe. C'est-à-dire que voilà, on doit vacciner les soignants contre la grippe et contre le Covid. Mais il n'y a aucune raison d'éliminer ceux qui sont vaccinés contre le Covid et de ne pas éliminer ceux qui ne sont pas vaccinés contre la grippe. Vous voyez, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Mais quand le gouvernement dit refuser leur réintégration, comment dire, ça repose sur de l'information scientifique. Défendre la réintégration, c'est une posture anti-vax. Polariser comme ça la question, ça vous semble... Ouais, ça m'apparaît dommage. Mais bon, mais malheureusement, on n'en sortira pas. Hein. On est dans un dogme. Voilà, on ne peut pas en sortir. Vous êtes connu, professeur Éric Côme, les Français ont appris à vous connaître depuis 2-3 ans pour votre franc-parler. On va parler de la crise de notre système de santé. Vous avez vu que les généralistes étaient en grève hier pour demander le doublement du tarif de consultation. Alors, j'ai dit à ce micro hier, ça fait beaucoup. J'ai été repris par plusieurs médecins qui m'ont dit, mais non, en fait, Dimitri Pavlenko, doubler, c'est pas si grave que ça si ça nous permet de mieux travailler, de mieux soigner les Français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce sont vos collègues, hein. Oui, ce sont mon collègue, c'est pour ça que je marche un peu sur des œufs. Je suis un peu gêné. Le doublement, ça m'a quand même énorme. Après, il est vrai qu'il y a un problème. Hein. Il y a la profession manque d'attractivité. On n'est certainement pas, enfin pas moi, parce que j'ai vraiment pas à me plaindre avec mon statut hospitalo-universitaire. Mais en ville, effectivement, ils ont beaucoup de travail, beaucoup de paperasserie, et ils sont peut-être insuffisamment payés. C'est tout à fait vrai. Après, je pense que on ne devrait pas pouvoir payer la consultation de médecine qui dure 5 minutes comme celle qui dure 1 heure. Là, pour moi, il y a un vrai problème. Que vous passiez 10 minutes avec un patient ou 1 heure avec un patient, c'est le même tarif. Donc, vous n'avez aucune raison de passer 1 heure avec un patient, même avec des patients qui ont besoin qu'on passe 1 heure avec eux. Oui, c'est intéressant ça. À l'hôpital public, on voit que c'est la crise permanente. Alors, vous, c'est l'Hôtel-Dieu, hein, oui, si je ne m'abuse. L'Hôtel-Dieu maintenant. Comment ça se passe en ce moment? Vous êtes dans cette situation de catastrophe permanente qu'on décrit parfois? Dans les hôpitaux, effectivement, il y a beaucoup de lits fermés. C'est ça le problème en fait. Hein. Vous avez des services où vous avez 25%, 30% des lits qui sont fermés. Donc quand vous avez tant de lits qui sont fermés, vous ne pouvez plus répondre à la demande. Mais fermés, ça veut dire qu'ils vont ouvrir ou c'est définitif? Non, ça veut dire qu'ils sont fermés et qu'on ne sait pas quand ils vont réouvrir. Ils sont fermés par défaut de personnel, et pas de personnel médical, de personnel paramédical. Le personnel médical manque dans les hôpitaux périphériques, mais dans les gros hôpitaux, dans les grandes villes, il ne manque pas. Par contre, ce qui manque, ce sont les infirmières, les aides-soignants, les agents hospitaliers. C'est de ce fait-là qu'il y a environ un tiers des lits qui sont fermés. Alors, je vous entendais aussi, dans une interview que vous aviez donnée à Laurence Ferrari sur CNews au mois de mai-juin, vous vous disiez à l'époque on forme trop de médecins. Alors ça, c'est très surprenant. Ouais. Parce qu'on n'arrête pas de dire, mais le numerus clausus a empêché qu'on ait... Alors, je précise quand même, j'ai pas dit qu'on formait trop de médecins, enfin, je suis pas tout à fait sûr d'avoir dit ça. Par contre, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de médecins qu'on formait qui n'exerçaient pas le métier. C'est-à-dire c'est ça la clé du problème, en fait, pour moi. C'est-à-dire qu'on estime que 30% des médecins formés n'exerceront jamais le métier de médecin. C'est-à-dire des gens qui se sont tapés 5 à 10 ans d'études. 10 ans. Au bout de 3-4 ans, ils bifurquent. Même pas. Ils vont faire autre chose. Même pas, apparemment, dans les 2 ans qui suivent l'obtention du diplôme, 30% ne demandent pas d'inscription au Conseil de l'Ordre. Mais comment ça se fait, ça? C'est la vraie bonne question. Vous ne savez pas? C'est un mystère pour vous? Je pense qu'ils sont mal sélectionnés, ils sont mal formés, mais surtout mal sélectionnés, c'est-à-dire ils ne sont pas sélectionnés sur les qualités qui vont faire d'eux des bons médecins. Ils sont sélectionnés sur leur aptitude à ingurgiter plein de choses qui pourront restituer le jour du concours, mais c'est pas comme ça qu'on soigne bien un malade. Un médecin, c'est un idiot qui a une bonne mémoire, c'est ça, Éric? Non, je ne peux pas me permettre de dire ça, vous plaisantez. C'est une boutade, bien sûr. Vous êtes un médecin écrivain aussi, professeur Côme. Vous venez de publier un livre Oui, mais ce livre, vous avez écrit sur la maladie de Lyme, et vous venez de publier Sexe, les nouveaux dangers. C'est sorti le mois dernier chez Bouquin. Alors, vous écrivez ainsi que, toute proportion gardée, la période actuelle, les années 2020, vous font penser à la libération sexuelle des années 70. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors oui, j'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, c'est l'objet de mon livre. Finalement, c'est plus un livre historique et un livre sur la répétition de l'histoire à laquelle il me semble que nous sommes en train d'assister actuellement sur le plan de la sexualité. C'est-à-dire, d'ailleurs, honnêtement,
la variole du singe est l'exemple même que les dérives qu'on observe en matière de prévention de la sexualité, des maladies sexuellement transmissibles peuvent aboutir à l'émergence d'une nouvelle maladie sexuellement transmissible, comme ça a été le cas du sida dans les années 80, comme ça a été le cas de la variole du singe dans les années 2020. Qu'est-ce qui va sortir? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on continue comme ça, quelque chose va sortir de la boîte, et on sait déjà, on a des problèmes de résistance aux antibiotiques qui sont absolument incroyables. Bon. Alors très intéressant, c'est qu'hier c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a beaucoup de choses à dire. Cette année, la campagne de prévention met l'accent sur les plus de 50 ans, qui d'ailleurs c'est très surprenant, pour la moitié déclarent ne pas avoir peur du sida. Bon, sans doute qu'ils devraient. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que on se félicite aujourd'hui d'avoir des traitements qui permettent notamment ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui permet de vivre avec le sida, ce qu'on appelle la pilule anti-sida. Et alors justement, vous en tant que médecin, vous dites il faut être prudent, parce que paradoxalement, le fait d'avoir des traitements rend la situation particulièrement dangereuse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, en fait, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas axer la prévention des maladies sexuellement transmissibles sur la seule prévention du VIH. C'est absolument impossible. Le VIH est une maladie sexuellement transmissible parmi les autres. Donc prévenir l'infection VIH avec la PrEP, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais simplement, si on oublie de prévenir les autres maladies sexuellement transmissibles, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. On a une augmentation des IST, on a l'apparition de nouvelles complications, on a l'apparition de nouvelles maladies sexuellement transmissibles. La variole du singe en est un très bon exemple, mais il y en a d'autres qui sont sortis et d'autres qui vont sortir. Il y a cette illusion, vous pensez, dans la société d'avoir réglé le problème du sida grâce à ces traitements préventifs, et ça favorise une forme d'irresponsabilité sexuelle, c'est ça? Je n'irais pas jusque-là parce que je prendrais trop de risques si je disais ça, mais en tout cas, on en oublie le safer sex, on en oublie le préservatif, qui est le fondamental de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Pas que le préservatif, d'ailleurs, les règles de safer sex dans leur ensemble. Et malheureusement, le fait de mettre l'accent sur la PrEP, de ne parler que de la PrEP, on parle plus de safer sex, on parle plus de préservatif. Or, la prévention des IST est très simple et elle coûte pas cher du tout. Ça s'appelle le safer sex et les préservatifs. Alors, vous vous êtes pas fait que des amis dans ces propos, à travers cet ouvrage, parce que vous dites aussi, derrière le développement de la pilule anti-sida, sa promotion, le fait qu'elle soit intégralement remboursée par la sécurité sociale, il y a une forme d'hypermarchandisation de la médecine qui s'est mise en place. De la médecine préventive. De la médecine préventive. Alors, de cette médecine préventive, c'est ça qui me gêne d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, il y a certaines médecines curatives qui ne sont même pas remboursées. C'est-à-dire le traitement des poux, par exemple, n'est toujours pas remboursé par la sécurité sociale. Le traitement de la gale, c'est 70%. Enfin, il y a plein de maladies qui ne sont pas remboursées en tant que curatif. Le traitement de l'hypertension artérielle modérée, c'est pas remboursé à 100%. Donc on a un paradoxe avec des maladies hyper communes qui peuvent tuer, qui ne sont pas remboursées à 100%. Là, je parle de l'hypertension, je parle pas des gales ou des poux, mais bon, voilà. Et puis de l'autre côté, on a une médecine préventive, qui est la seule d'ailleurs, qui est remboursée par la sécurité sociale. Alors pourquoi pas d'autres médecines préventives? Vous voyez, pourquoi celle-là et pas d'autres? Dans le journal Le Parisien, mardi, vous avez vu votre collègue Yves Lévy évoquer ses travaux sur un vaccin préventif au VIH. Son candidat traitement va entrer en phase 3, donc c'est la dernière. C'est un vrai espoir, vous pensez? Ah bah oui, c'est sûr que si on peut avoir un vaccin sur l'infection VIH, écoutez, oui, ça serait l'idéal, de pouvoir se vacciner contre toutes les maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH en tout cas. Merci professeur Eric Combe d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. On a fait le point sur la maladie, sur le Covid, et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, absolument passionnant, Sexe, les nouveaux dangers, c'est paru chez Bouquin. Bonne journée à vous. Merci à vous.